Bonjour à tous, bienvenue sur le Salon international de l'agriculture et en particulier sur le studio du siècle vert. Et aujourd'hui, maintenant, nous allons parler de permaculture. Vous avez dit permaculture. Le mot permaculture, eh bien, on en parle beaucoup, de plus en plus, et ce terme est devenu très à la mode, très utilisé, mais pas toujours à bon escient. Une recherche rapide sur Google vous montrera que la permaculture, on en parle dans tous les pays et qu'on en parle vraiment, vraiment beaucoup, avec quelquefois une vision idéaliste, et surtout de personnes qui n'en ont pas pratiqué. Alors, la permaculture, solution miracle pour l'agriculture, pour le jardinage, pour l'agriculture urbaine. Nous avons sur le plateau invité Sébastien Goelzer, urbaniste spécialisé en permaculture urbaine. Anaïs Genome, qui est donc paysagiste et également spécialisée en permaculture. Et Monsieur Constant Lecoeur, secrétaire perpétuel de l'Académie d'agriculture. Voilà, et nous avons aussi sur le plateau un troisième journaliste, donc Christian Ledeux, journaliste pour la JJH, Association des journalistes du jardin et de l'horticulture, et qui travaille aussi pour l'Ami des jardins. Sylvie Ligny, oui, présidente de la JJH. De la fameuse JJH, association, et donc Alain Delavie, directeur des rédactions de Rustica et membre de la JJH également. Et voilà. Et donc la permaculture, vous avez dit permaculture. Alors, quand on parle permaculture, qui veut prendre la parole le premier ? Monsieur Lecoeur. Je crois que d'abord, est-ce que c'est nouveau ou pas nouveau ? Je pense qu'il faut quand même réfléchir, se dire que ceux qui ont essayé de travailler sur l'humus du sol, aujourd'hui on parle des microbiotes, mais on a parlé avant des microbes utiles au sol. On a aussi vu comment faire qu'on reproduise sur un sol avec un équilibre. On n'a pas d'agroforesterie, c'est aussi assez ancien. Alors pour moi, permaculture, c'est plutôt dans la suite de ce qui s'est déjà fait. Quand j'étais début de carrière, on parlait de la méthode Jean-Pain. Jean-Pain. Oui, effectivement, sur le compostage. Et c'était notamment. Pour moi, à partir des compostages, c'était pour moi une continuité que je retrouve aujourd'hui. Donc pour moi, c'est pas nouveau, mais c'est un effet de mode. Un effet de mode dans la continuité, mais c'est pas nouveau. Alors. C'est vrai qu'on en parle beaucoup depuis quelques années, là, depuis quelques décennies, on va dire, mais en fait, ça date. C'est une réappropriation de techniques qui ont plusieurs millénaires en fait, qui étaient employées par les premiers hommes. Quoi. Dès qu'ils ont cherché à se nourrir, ils ont fini par se connecter à la nature et inventer différentes techniques et qui ont été peaufinées durant des différents millénaires. Et ça a été perdu durant les siècles derniers et c'est seulement depuis quelques années qu'on commence à faire la synthèse, à redécouvrir certaines techniques pour les réemployer à la fois dans les techniques d'agriculture, mais aussi dans la manière de considérer maintenant la société, puisque peut-être qu'on va en reparler tout à l'heure, mais c'est pas que une histoire de jardinage, la permaculture, quoi. Et voilà, donc c'est pas nouveau, mais on en parle vraiment depuis très. C'est le concept qui est assez récent en fait. C'est la oui. Puisque ça date des années 70 en fait. Ouais. On a amené justement le livre d'origine avec David Holmgreen qui en a parlé dans les années 70, donc qui est un Australien. Et en fait, on a aujourd'hui ce phénomène qui se mondialise et qui arrive bien sûr en France. Et ce n'est pas que du jardinage, c'est aussi tout un concept autour de la société. Anaïs. Oui, pour moi, la permaculture, c'est une méthode de conception qui s'inspire des écosystèmes naturels et qui a pour but de créer des écosystèmes que ce soit en urbanisme, dans la ville, en société, en entreprise, dans son jardin ou effectivement sur un système agricole. Mais donc c'est une vision qui est holistique. C'est ça qui est vraiment important dans le sens où aujourd'hui, on a tendance à cloisonner tous les sujets et à regarder un petit bout. Or là, on est obligé de regarder le tout pour que ça fonctionne. Parce qu'un écosystème, c'est ça, c'est regarder tous les habitants que porte un milieu donné et créer de la résilience. Donc cette méthode de conception-là, elle est extrêmement puissante parce qu'elle s'adapte à plein de projets. On peut faire du design, que ça soit vraiment
je pense, pour nos deux parties, que ce soit dans le paysage ou en... Concrètement, dans votre métier de paysagiste, qu'est-ce que ça a changé ou qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça m'a conforté dans ma façon de faire du paysage. Parce que moi, j'avais déjà un peu cet aspect, je ne suis pas capable de faire un projet hors sol, hors site. Donc ça m'a d'autant plus conforté dans cette façon de faire. Et les méthodes qu'on a en permaculture de design, en fait, elles nous obligent par commencer par observer. Et ça, c'est quelque chose qu'on zappe systématiquement maintenant. Et on veut aller plus vite que la musique et commencer déjà à poser des éléments sur le site et à dire c'est comme ça et pas autrement. Or, quand vous êtes dans la phase d'observation, et là, vous vous ancrez au territoire et vous faites quelque chose qui a une forme de justesse et vous pouvez après avoir une finesse d'action en composant les éléments les uns vis-à-vis des autres. Et du coup, on fait attention aux vivants, que ce soit nous, êtres humains, ou les autres êtres vivants, que ce soit le végétal. Et on met tout ça en connexion pour faire quelque chose qui fonctionne dans le temps et qui soit durable. Justement, on parle bon, c'est vrai que permaculture, c'est devenu associé à l'agriculture et à une forme de jardinage. Or, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Alain, et c'est ce que vous disiez, ça n'est absolument pas limité à ça. Donc je voudrais bien, moi, savoir, justement, quelle est la porosité entre l'image que l'on a de la permaculture dans le jardin et dans l'agriculture et l'urbanisme. Là, pour le coup, on parle d'habitat. On parle déjà plus d'être humain dans ce contexte-là. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu une évolution du concept vers la permanente agriculture, vers la culture de la permanence. En fait, c'est une manière des fois, pour résumer, je dis que c'est en quelque sorte une manière d'appliquer le développement durable, mais en mieux, c'est-à-dire avec une approche plus en interaction avec la nature. Si on prend le cas de mon métier, là, je suis urbaniste et forcément je l'ai tout de suite vu un peu la connexion qu'on pouvait faire entre la permaculture, qui est une technique de design, c'est un outil de design, de conception d'un environnement, d'un territoire et au-delà, voire même d'une société, enfin d'une organisation, quoi. Et du coup, ça m'a très tôt inspiré dans la manière de pratiquer mon métier, de concevoir la ville. Et pas tant en termes de dessin, mais aussi dans la manière d'impliquer les habitants, quoi. En fait, c'est de faire appel aux différentes ressources d'un territoire, dont l'humain, en fait, quoi. Au niveau de l'académie, puisque vous êtes aussi, vous avez un rôle d'observateur de toutes les évolutions qui touchent l'agriculture, comment percevez-vous cette arrivée de permaculture? Alors depuis les années 70, mais en France, on va dire depuis l'an 2000, c'est plus récent, ça prend vraiment une grande importance. Quel retour avez-vous de la part des académiciens et des agriculteurs d'une manière générale? Le premier point, je crois que l'élément de base, c'est comment on maintient la richesse du sol. Pourquoi? Parce qu'on sait que si les sols sont battants, il faut plutôt apporter de la matière organique. Si les sols sont acides, il faut plutôt apporter d'autres minéraux. On a déjà une pratique que le sol n'est plus le support, mais il est une richesse et qui est une vie. Et je crois que tout ce qui est la microbiologie des sols, on parle aujourd'hui de microbiote. Bon, je crois que le premier élément, c'est déjà considérer que le sol, c'est une richesse. Le deuxième élément, c'est comment on travaille avec des cultures associées. Certaines vont protéger, d'autres vont faire qu'on va fixer les adventices. On va faire aussi qu'on a, par les insectes, bon, je vais prendre aujourd'hui, par exemple, je vais prendre du colza. Si je travaille du colza qui fleurit un peu plus tôt, qui va attirer des insectes qui vont manger et finalement être tranquilles et faire que le deuxième colza qui est avec va pouvoir profiter et ne pas avoir besoin de produits phytosanitaires. Donc travailler sur les associations, ça peut être une association légumineuse et céréales. Bon, mon papa qui était agriculteur faisait ça après-guerre. Les cultures sous couvert existaient déjà. C'est pour ça que je dis qu'on réapprend un certain nombre de techniques et que ces techniques, aujourd'hui, on les remet plus en perspective d'une nature qu'on doit respecter, qu'on doit enrichir et qu'on doit faire que cette nature, on la conserve beaucoup mieux qu'on le faisait
non seulement en consommant, parce que depuis qu'on fait le néolithique, les défrichements, on a fait que consommer de l'humus. L'humus des sols, l'humus des forêts. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il faut retrouver cet humus, cette partie riche. L'autre élément, c'est comment aussi on a dans ces conduites un mode d'entretien et aussi pour soi une réflexion par rapport à ce qu'est la nature. Et peut-être que je peux reprendre ce qu'a dit Léonard de Vinci. Léonard de Vinci disait « Observer la nature, là et le futur ». Je crois qu'en partie, la permaculture nous sert à ça. Oui. Très bien. Si on pouvait, il y a pas mal de choses qui circulent. Et en fait, est-ce qu'on aurait quelques erreurs graves à ne pas assimiler à la permaculture? Je vais prendre un exemple. Il y a beaucoup de personnes qui, en considérant qu'ils ont fait une butte dans leur jardin, et ils se disent, ça y est, je fais de la permaculture. Or, en fait, déjà, dans les concepts d'origine, la butte n'était pas du tout prévue. Et il y a même des pour et des contre aujourd'hui. Donc, en fait, il y a quand même des fake news, on va dire, qui sont liées à la permaculture et qui, justement, faudrait... Est-ce que vous en avez quelques-unes en mémoire? Bon, pour moi, je pense que le concept de butte est trop réducteur. On pourrait en citer d'autres. C'est comme les 10 trucs inratables ou la permaculture pour les nuls ou ce genre de choses, quoi. Parce que encore une fois, on réduit la permaculture à un produit finalement, alors que c'est pas un produit, c'est une façon de penser. Et moi justement, ce que je voulais savoir, c'est vis-à-vis de vos clients, vis-à-vis de vos partenaires, comment vous leur parlez de permaculture en fait? Vous n'en parlez pas ou C'est vrai qu'on prononce rarement le mot, quoi. On leur dit jamais on va vous faire de la permaculture, on dit jamais on va faire un jardin en permaculture, quoi. C'est comme si on disait on va vous faire une maison en architecture, quoi. En gros, non. Par contre, c'est une inspiration. Voilà, sans le dire, quoi, on va leur expliquer les différents principes qu'on va employer pour préserver le sol, pour garder l'eau dans le sol, pour comment on va associer les plantes pour optimiser vraiment l'espace en jouant sur les strates, les différentes tailles des plantes. Voilà, du coup, et c'est après que voilà, on leur dit que voilà, tout ça en fait s'inscrit dans une démarche globale qui est comment on fait vivre, comment on rend autonome un écosystème, comment on développe un écosystème pérenne, viable et avec le moindre intervention possible, quoi. Et forcément sans usage de produits phytosanitaires et vraiment en s'inspirant on essaie de redécouvrir des outils pour les outils qui préexistaient avant le développement des techniques, des produits chimiques, etc. Et se passer de cette volonté de contrôler la nature à tout prix à coup à la fois de techniques, de machines et de produits, quoi. Et pour les urbains, puisqu'on parle aussi beaucoup d'agriculture urbaine et de jardins, les jardins sont de plus en plus dans ou près des villes. La permaculture, est-ce que ça pose un problème ou est-ce qu'au contraire, ça vous ouvre des horizons plus larges que l'on n'utilisait pas avant Je pense que ça ouvre des horizons plus larges puisqu'en fait, dans des systèmes permacoles, on peut se permettre d'être beaucoup plus dense au mètre carré. Et notamment quand on applique le principe de forêt-jardin, en fait, on va cultiver sur 1 mètre carré 5 ou 6 strates. Donc quand on a des problèmes de petits espaces urbains, puisque c'est souvent le cas des espaces que nous avons en ville, c'est une solution. En tout cas, en termes de conception, ça peut vraiment être une solution. Et en ville, on manque de nature, on est un peu déconnecté de ces éléments-là et on en a tous besoin parce qu'on est issus de la nature. Et donc voilà, en ayant une conception qui est plus inclusive et qui va mettre beaucoup plus de végétaux que ce qu'on peut rencontrer dans nos massifs classiques, oui, ça peut être un vrai apport. Et effectivement, la permaculture, c'est pas faire des buttes et des spirales aromatiques. Parce que franchement, ça serait vraiment triste. Et les premiers ouvrages écrits par David Holmgren et Bill Mollison ne parlent aucunement de méthodes à appliquer, quel que soit le site. Au contraire, on est en train de vous dire, observez votre site et en fonction du site sur lequel vous allez vous trouver, vous allez avoir une méthode à appliquer qui va fonctionner ou pas. Il n'y a pas de recette toute faite, sinon c'est juste déprimant et on fait de l'agriculture conventionnelle à ce moment-là.
Enfin voilà, on applique Moi, la même j'avais chose juste partout. une petite question justement par rapport à ça, parce que vous êtes convaincu de ça, donc vous le faites, mais vos clients, comment vous les parvenez à les convaincre quelque part qu'il faut qu'ils soient également permaculteurs? Parce que c'est ça, après, parce que sinon ils peuvent très bien après ne pas comprendre forcément les choses et les abandonner. Je pense que s'ils font la démarche de faire appel à nous, c'est qu'ils sont déjà vraiment dans... Enfin, soit ils ont vu des films qui parlent de permaculture, des reportages, ou, comme les films Demain, etc. Du coup, ça génère comme un déclic. Du coup, ils regardent un peu quels acteurs interviennent là-dedans, sur ce sujet. Et en gros, on n'a pas du tout de mal à les convaincre sur les différentes techniques à employer. Bon, là, je parle des habitants qui nous contactent ou voilà. Mais c'est vrai qu'on est aussi contacté par des promoteurs, des aménageurs, etc. Du coup, ils sont aussi sensibles à ce discours. Mais après, c'est la pratique qui suit pas, quoi. C'est-à-dire qu'il y a comme un rouleau compresseur qui vraiment aplatit, qui est réduit un peu à néant là, le concept global, quoi. Et ça, des fois, ça devient un outil de communication plus qu'une mise en pratique vraiment cohérente et qui fait sens, quoi. Mais on voit progressivement, là, depuis ces dernières années, quand même, on voit que même ces acteurs-là commencent à assimiler vraiment ce principe, cette démarche globale, quoi. Et que c'est pas juste une question de coller un jardin sur le toit d'un immeuble ou planter des arbres sur un toit, quoi. Mais jusqu'il y a quelques années, c'était ça. C'était juste pour poser des bacs sur un toit, c'est de la permaculture, quoi. Et alors que on en est loin. Est-ce qu'un label permaculture serait erroné, serait inutile, serait utile? À votre avis, nous arrivons bientôt au terme de notre émission, donc un mot de conclusion. On a déjà un débat sur l'agrobiologie, et on s'aperçoit que déjà, labelliser, ça veut dire en fait labelliser des méthodes de travail, une conception de travail et une qualité de produit. Et alors, est-ce qu'il faut labelliser permaculture? Bon, je laisse les permaculteurs faire leur marché et faire aussi leur logo. Mais d'une manière générale, moi je crois qu'il faut toujours garder l'esprit ouvert et que c'est ce qu'on pense à l'Académie, c'est que c'est à la fois de l'agronomie, c'est à la fois de l'économie, c'est l'écologie, c'est comment marier avec la connaissance la possibilité de développer à la fois une alimentation saine, à la fois un paysage durable. Alors quand on parle de paysage, il faut savoir aussi que les plantes sont en compétition. Il y a des plantes qui se font amies, qui vont se supporter, mais on sait qu'un paysage n'est pas immuable, un paysage évolue. Et heureusement, on ne va pas être comme Louis XIV à planter les arbres déjà grands et puis les remplacer quand ils sont trop grands. On n'est pas là pour jardiner un paysage, on est là pour faire que le paysage soit celui qu'on laissera à nos enfants. Un dernier mot? Une petite... Bien, je vous remercie. Donc, vaste sujet en work in progress. Et qui ne fait que commencer, à mon avis. Qui ne fait que commencer, et avec des acteurs passionnés et passionnants. Merci à tous. Et puis, à découvrir encore la permaculture. Merci.